Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Attention, émission glissante aujourd'hui avec Philippe David. Ça va Philippe David? Ça va Cécile, mais j'ai des rumeurs qui courent dans la rédaction sur des propos que vous auriez tenus sur moi. Bon, ça m'étonnerait. Oui, vous avez dit que depuis le retour des fêtes, vous pensez que vous aviez un co-animateur de poids et je sais pas comment je dois le prendre. Bon, mettez-vous sur une balance, j'ai envie de vous dire, vous verrez le résultat. Hein. Parce que vous m'avez fait des gestes en regardant mon abdomen que j'ai trouvé assez équivoques. Non, j'ai l'impression que vous cachez des trucs, c'est pas possible. C'est très flatteur de poids, franchement. Oui. Oui, mais il met son pyjama dans son ventre. Mais vous le disiez au figuré, Cécile. C'est un kangourou, Philippe David. C'était un compliment, vous le faisiez. Hein, quoi. Vivement la fin des fêtes, j'ai envie de dire. Sauf qu'elle a ajouté culbuto après, quand même. Bon, mais non, j'ai pas dit ça, vous avez mal compris. Oui. C'est pas le genre de Cécile. J'ai dit vous avez gagné au loto. Ça n'a rien à voir. Allez, soyez les bienvenus. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui, comme tous les jours de 17h à 19h. C'est votre émission 0826 300 300. Allez, le grand débat du jour à 17h30 pour ce sommaire. Face à la pression de la gauche, le gouvernement Bayrou se dit prêt à rouvrir le chantier des retraites, quitte à remettre en cause la réforme de 2023. Il ne faut pas remettre en question les 64 ans, avertit le patron du MEDEF. Patrick Martin entend plutôt parler retraite par capitalisation et baisse de la fiscalité. Alors parlons vrai. Est-ce que l'âge de départ à la retraite doit être le principal critère? Et à cette question, un système de retraite à la carte vous semblerait-il plus juste? Vous dites oui à 63%. Vous voulez réagir? Aude, qui est loin de la retraite, vous attend vos appels au 0826 300 300. Et notre invité, Éric Bertrand, sera avec nous, adjoint au directeur des études de l'association Sauvegarde Retraite. Et puis le coup de projecteur des vraies voix, c'est à 18h40. Le Premier ministre espère faire passer son budget sans se faire censurer. Socialistes, écologiques et communistes ont accepté de négocier avec lui, mais sans LFI. Jean-Luc Mélenchon dénonce une forfaiture de ses partenaires de gauche, une négociation dans le dos du nouveau Front Populaire et de son programme. Alors parlons vrai. Est-ce que Éric Lombard, le ministre des Finances, a raison quand il pense arriver plus facilement à un modus vivendi avec une partie du NFP qu'avec le RN? Et à cette question, PS, écologiste, PCF, doit-il passer un pacte de non-censure avec le gouvernement? Vous dites non à 84%, vous voulez réagir encore et toujours le 0826 300 300 sans aucune censure. On vous souhaite la bienvenue, on est ensemble jusqu'à 19h. Les vraies voix Sud Radio. Comment va notre Philippe Bilger aujourd'hui? Il va bien, d'autant plus que j'adore les chroniqueurs en face et bien sûr les animateurs, eux ne changent pas. À chaque fois que je suis bien dans l'émission, je pense à une belle phrase de Giraudoux qui disait: un seul être vous manque et tout est repeuplé. Contrairement à Lamartine. Voilà. Et donc, quand j'ai deux amis contradicteurs, ça me va bien. Voilà. On est directement rentré dans le Giraudur là. Et donc, dans ces contradicteurs, il y a François Pupponi, ancien député maire et ancien maire de Sarcelles. Comment ça va? Très bien. Mathieu Salut. C'est tout, ça va bien. Vous n'avez rien à dire. Non, tout va bien. Tout va bien. Les Corses parlent peu, ça se sait. Il n'y a pas de contrat sur nos têtes, c'est sûr. Mickaël Sadoun est avec nous, chroniqueur et consultant. Bonsoir Mickaël. Bonsoir, ça fait plaisir. Meilleurs vœux. Ouais. Je vois que Philippe Bilger a oublié par contre de se couper les cheveux pendant les fêtes. Non, mais je les ai coupés, mais il y a eu un petit petit coup de vent. Il y a un air philosophe allemand. Oui, mais sans l'intelligence. Avec beaucoup plus. C'est pas égal. C'est presque Schopenhauer. Vous ne savez pas, il a décidé d'avoir une période punk. Donc c'est pour ça qu'il va avoir une crête. Je ne sais pas d'où ça vient. Je dois dire d'ailleurs, alors ça n'a rien à voir, j'ai vu récemment une émission où Philippe Bilger débattait il y a longtemps avec de grands avocats sur le plateau de Serge Moiti. J'ai trouvé cette émission excellente et je voulais vous en féliciter. Malgré moi alors. Non, mais de brillantes interventions. Non, mais c'est parce qu'il était doublé, c'est pour ça. Oui, c'est ça. On se demande ce qui s'est passé entre temps. À l'époque, il faisait une très bonne émission le dimanche à 17h. Exactement. On peut parler de vos vies si vous voulez. Perso, ce serait bien. Elles sont pas tellement plus pauvres. Allez, l'émission s'appelait Riposte, comme le dit Maxime dans le casque. Voilà, 0826. Et qu'est-ce qu'il est fort ce Maxime, on l'embrasse. Notre réalisateur chéri. 0826 300 300. Jérôme est avec nous de Saint-Giron. Bonsoir Jérôme. Bonsoir Jérôme. Dans l'Ariège. Bonsoir les vrais voix. Bonsoir. Bienvenue chez nous et bonne année encore, puisqu'on peut encore le dire. Merci, bonne année à vous. Bonne année. Vous revenez sur comment respecter Emmanuel Macron quand lui-même ne respecte pas les Français. C'est ce que vous dites. Oui.
Oui, c'est vrai que en fait c'est lié à l'interview de Brigitte Macron et voilà qui demandait le respect pour son mari. Mais enfin, moi je me posais la question quand il laisse les enseignants à leur triste sort et qu'on voit les conditions déplorables dans lesquelles ils enseignent, ils sont maltraités, ils sont insultés, ils sont menacés voire tués. Quand on voit le personnel médical, les conditions de travail insupportables qui sont laissées pour compte et qui fait rien pour les aider, est-ce qu'il leur manque pas de respect? Est-ce qu'à un moment donné, quand il a complètement évacué les gilets jaunes, les revendications des gilets jaunes, les revendications des agriculteurs il y a plus d'un an, est-ce qu'il manque pas de respect aux Français? Alors, je veux bien qu'on donne du respect au président, mais est-ce qu'un retour, il doit pas en donner aussi aux autres? Merci Jérôme. Ça s'entend, Philippe Bilger? Oui, ça s'entend d'autant plus que moi je trouve que les interventions de cette première dame, qui par ailleurs est tout à fait respectable, elles sont plus nombreuses que les épouses des précédents présidents, et elles me créent un problème dans la mesure où elles m'obligent à tomber dans une forme de galanterie politique et médiatique. J'aurais envie de dire, comme notre auditeur, qu'on peut pas demander le respect pour un président qui ne l'a pas chevillé au corps pour sa communauté nationale. Et donc, il faut se dominer un peu pour être galant politiquement parlant. Mais est-ce qu'on mélange pas tout un peu, François Moi, je Pupponi, trouve un peu dur. Pour bien connaître le président de la République, j'étais encore avec lui avant-hier là, pour la commémoration du hypercacher et de Charlie Hebdo. La plupart du temps, il respecte les gens, il respecte les Français, et comme vous voyez, il fait le job. Et puis par moment, effectivement, il a une attitude, une petite phrase, qui sont amplifiées après par les médias, les réseaux sociaux, et voilà, qui quelquefois j'ai même parlé avec lui en disant et souvent ils disent ce qu'ils pensent. Pas forcément de la meilleure manière, pas forcément au bon moment. Et effectivement, ça donne le sentiment aux Français mais la plupart du temps, je répète, il fait le job. Et en plus, quand il est en déplacement, ça se passe plutôt bien. Voilà. Donc c'est très paradoxal. Voilà. Mais est-ce que c'est à Brigitte Macron d'assurer le service après-vente? Non, c'est pas à elle de faire ça. La première dame en France n'a pas de fonction politique. Ceci dit, je dois dire que moi, j'apprécie la personnalité de Brigitte Macron. Je trouve que c'est une des meilleures premières dames qu'on ait connues. Après, est-ce qu'Emmanuel Macron manque de respect aux Français? Je ne le pense pas. Très honnêtement, je ne le pense pas. Je trouve que c'est un job extrêmement difficile, qu'on est confronté aux problèmes des gens, qu'on doit leur apporter des réponses franches, tout en essayant de ménager un petit peu leur sensibilité. C'est très très compliqué. Après, je suis pas sûr qu'Emmanuel Macron fasse prendre d'une grande sincérité. Je pense qu'il fait semblant d'être cash. Tout petit mot, Jérôme. Je voulais rebondir là-dessus quand vos invités disaient il fait le job où il est d'une grande sincérité. Mais est-ce qu'il n'y a pas une obligation de résultat? C'est-à-dire que si ce ne sont que des discours sur chaque fois qu'il y a des revendications, qu'il y a un malaise dans la société, on ne peut pas avancer, quoi. C'est compliqué. Regardez les gilets jaunes. Qu'est-ce qu'il a fait pour les gilets jaunes? Il a donné 12 milliards. Allez, Jérôme, vous restez avec nous. De toute façon, vous aurez le temps de vous exprimer un peu Jérôme, plus tard. je vous rejoins sur les soignants et sur les professeurs. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Le réquisitoire du procureur, monsieur le procureur. La crise du métier d'enseignant. Allez, à tout de suite, les amis. On vous souhaite la bienvenue. C'est Alexandre Devecchio. Je vous souhaite une bonne année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Chers amis, vous vous demandez qui est autour de cette table, on va vous le dire, puisque nous on est beaux joueurs avec Philippe, on va pas vous laisser deviner. François Pupponi est avec nous, Michael Sadoun et Philippe Bilger, avec Philippe David aussi. Qu'est-ce qu'il y a, Philippe Bilger? Il a été vanté. Oh, j'aurais pas dû le dire, j'aurais dû le dire à la fin. Oh, la boulette. En attendant, Félix Mathieu est avec nous. Bonsoir Félix. Bonsoir tout le monde. De quoi parle-t-on dans un instant? De ces incendies hors de contrôle à Los Angeles, Hollywood menacé, des maisons de stars ravagées. On va parler aussi de cet épisode neigeux dans le nord de l'Hexagone. 2 morts, un SDF ainsi qu'une chute dans la rue. Et puis de Nicolas Sarkozy aussi. Il affirme ne pas avoir eu un centime libyen dans sa campagne de 2007. Première prise de parole à ce nouveau procès. En 3 mots, apocalypse, neige et centimes. Et je rappelle avec vous, Félix Mathieu, qu'à partir de 18h, nous serons en direct de Los Angeles avec Alexandre Priam. Oui, qui se trouve sur place devant ces incendies monstrueux. Allez, à tout de suite pour les 3 mots dans l'actu. En attendant, la place est au procureur. Les vraies voix Sud Radio, le réquisitoire du procureur.
Philippe Bilger. Et c'est sur la crise des vocations pour être enseignant que vous voulez requérir, monsieur le procureur. Oui, j'ai tiré cette réflexion d'un article du Monde qui est, de mon point de vue, souvent contestable, mais irremplaçable dans la presse française. Cet article, et je le crois vrai, indique qu'il y a une crise du recrutement à partir des années 90, aussi bien pour les écoles que pour les lycées. Une crise du recrutement qui s'est ajoutée pour expliquer véritablement cette crise de l'enseignant aujourd'hui, aux difficultés qu'on connaît tous aujourd'hui dans la vie scolaire, à tous les niveaux, et il faut le dire, aux salaires trop faibles qui viennent malheureusement non pas couronner, mais démontrer la pauvreté pourtant d'un grand métier. Et je ne m'exciterai pas sur ce point de vue si précisément je ne commençais pas à en avoir assez de quelques très grands métiers dans lesquels je pourrais mettre la magistrature et ses gémissements permanents, si au fond il y a des métiers qui ont perdu tout crédit, et même de la part de ceux qui les exercent, alors que profondément ce sont de magnifiques métiers. Et l'enseignement, c'est une activité fondamentale pour une démocratie. Mickaël Sadoun, François Pupponi, pour réagir. Je pense que c'est même une activité fondamentale pour toute société humaine. La fonction de transmission dans toute société humaine, elle existe et il faut absolument qu'elle continue d'exister. Je trouve que le nœud, évidemment, du problème, c'est l'argent, qui est le nerf de la guerre. Les professeurs sont moins payés que par le passé, donc ils sont moins respectés que par le passé. C'est triste à dire. Ils sont moins aussi payés que chez nos voisins. En Allemagne, par exemple, je crois qu'en milieu de carrière, les professeurs du lycée sont 2 fois mieux payés en Allemagne. Donc il y a évidemment un problème de rémunération des enseignants dans le public, il y a un problème de surcroît administratif aussi dans l'éducation, qui permettrait quand même de dégager des économies, qui permettrait de mieux payer les professeurs. Et je pense aussi, de manière générale, qu'il y a un problème peut-être plus profond dans la société. Nous ne respectons plus le savoir, parce que le savoir ne sert plus à rien, entre guillemets. François Pupponi. C'est vrai qu'il y a l'aspect financier, c'est évident, mais il y a aussi l'aspect reconnaissance. Et reconnaissance par l'institution. Ils n'ont plus le sentiment que l'institution, que la République les reconnaisse à leur juste valeur. Et puis, ils n'ont plus le sentiment que les parents d'élèves... Moi, j'ai vu l'évolution. Enfin, à l'époque, on respectait les enseignants quand ils disaient quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, les parents d'élèves sont souvent en conflit avec les enseignants parce qu'ils remettent tout en cause. Et cette absence de reconnaissance est devenue insupportable pour eux. Donc, ils arrêtent. On voit bien que les problèmes de recrutement... Et comme il y a des problèmes de recrutement, le niveau de recrutement baisse. Et donc, comme le niveau de recrutement baisse et la vocation disparaît petit à petit, c'est une espèce d'engrenage négatif, une spirale négative qui fait que je ne sais pas comment tout ça va finir. Allez, merci beaucoup. Tout de suite, les 3 mots dans l'actu, c'était Félix Mathieu. Les vraies voix Sud Radio. 3 mots dans l'actu, Félix, qui sont apocalypse, neige et centimes. Des incendies hors de contrôle dévastent une bonne partie de Los Angeles et menacent Hollywood. Au moins 5 morts et plus de 100 000 personnes évacuées dans la 2e ville des États-Unis. En France, dans le Nord et le Pas-de-Calais, l'épisode neigeux fait 2 morts, un SDF à Valenciennes et un homme qui a chuté, une vingtaine de blessés, plusieurs départements en vigilance orange, neige et verglas. Et puis, vous ne trouverez jamais un centime libyen dans ma campagne, assure Nicolas Sarkozy. Première prise de parole de l'ancien président à son nouveau procès. Il risque cette fois jusqu'à 10 ans de prison. Les vraies voix Sud Radio. Des incendies jamais vus, surtout en plein hiver dans la 2e ville des États-Unis. À Los Angeles, 5 feux hors de contrôle ont déjà fait au moins 5 morts. Les flammes menacent désormais Hollywood. Les autorités ont fait évacuer plus de 100 000 personnes. Our house was estimated about 1.3. Notre maison était estimée à environ 1 300 000 $ et maintenant tout a disparu. Je suis presque sûr que certaines maisons ici valent encore plus et les voir partir en quelques secondes, c'est vraiment triste, témoigne l'un des habitants ici auprès de l'agence France Presse. Alexandre Priam, journaliste à Sud Radio, se trouve sur place. Il témoignait tout à l'heure dans le Grand Matin Sud Radio. Il y a pas mal de magasins qui sont fermés. Les gens ne vont pas travailler, les écoles sont fermées bien évidemment. Énormément de maisons qui ont tout simplement été ravagées par les flammes. C'est vraiment une ambiance d'apocalypse.
et tout le monde essaye de s'entraider à Los Angeles. Il y a des Airbnb qui vont donc être des gens qui vont être logés dans des Airbnb gratuitement payés par le comté de Los Angeles. Les écoles ont mis en place des plateformes d'aide pour qu'il y ait des dons et des gens qui puissent accueillir d'autres familles. Voilà, c'est ce genre d'ambiance à Los Angeles, ambiance un peu de fin du monde. On va retrouver Alexandre Priam en direct à 18h15 dans Les Vraies Voix sur Sud Radio, 9h15 là-bas à Los Angeles pour faire le point donc sur ces incendies monstres. Beaucoup de célébrités, de stars du showbiz d'ailleurs ont vu leur maison détruite ces dernières heures. C'était une part de mon âme, je suis dévasté, témoigne par exemple Laetitia Hallyday sur les réseaux sociaux. Sa maison est détruite. Ce drame prend déjà une tournure politique aussi. Donald Trump attaque les autorités démocrates locales sur la gestion de l'eau sur place, quand les démocrates au contraire renvoient les républicains à la question du déni sur le réchauffement climatique. C'est terrible ce qui se passe aux États-Unis. On dirait un film. Oui. Et alors, avec il y a un quartier Pacifique Palisades qui est mythique pour tous ceux qui s'intéressent un peu au cinéma américain, aux acteurs. C'est terrifiant. J'ai vu des images. Enfin, c'est l'horreur. Après, il faut saluer la manière dont en France on gère le problème des incendies. On a appris. Il y a eu des incendies assez terribles, moins catastrophiques qu'aux États-Unis, mais assez terribles. Et on a appris qu'en fait, un incendie, il faut de la prévention. Oui. Une fois qu'il... Enfin, sincèrement, j'en ai vécu quelques-uns en Corse. Une fois qu'il est parti et qu'il y a du vent, là, il y avait des rafales à 160 km/h. C'est ingérable. On peut mettre tous les pompiers que vous voulez, avec tous les Canadiens que vous voulez. Bon. Et en fait, aux États-Unis, il manque de moyens en plus. Ça saute de partout. Enfin, c'est bon. Et donc, ce que font les pompiers français, avec une grande efficacité, c'est qu'ils sont... L'été, ils mettent des vigies partout. Et dès qu'il y a la petite fumée qui commence, pop, ils interviennent. Parce que une fois que c'est parti, sincèrement, terrible. On ne sait plus gérer, quoi. Et là, aux États-Unis, je pense qu'il y a un problème aussi de moyens. Je même pas. Enfin, j'ai pas eu le sentiment qu'ils aient des Canadiens. Enfin, je sais pas. Faut que je regarde, mais je pense qu'ils ont été dépassés complètement par les événements. Allez, le deuxième mot, neige. Pour le coup, c'est l'inverse. L'épisode neigeux a fait 2 morts et une vingtaine de blessés dans le nord et le Pas-de-Calais. Oui, un SDF a été retrouvé mort à Valenciennes, indique la préfecture du Nord. À Croix, dans la métropole lilloise, c'est un homme d'une 50aine d'années qui a succombé après avoir chuté dans la rue, se cognant violemment la tête. Une vingtaine de blessés par ailleurs. Plusieurs départements du nord de l'Hexagone sont placés donc en vigilance orange neige et verglas. La neige a atteint des cumuls de 3 à 10 cm selon Météo France. Troisième mot, centime, avec cette première prise de parole de Nicolas Sarkozy à son nouveau procès. Vous ne trouverez jamais, non pas 1 euro, mais pas 1 centime libyen dans ma campagne, affirme Nicolas Sarkozy pour sa première prise de parole à son nouveau procès au tribunal de Paris, le procès sur les soupçons de financement par la Libye de Kadhafi de cette campagne présidentielle de 2007. Le travail, c'est le respect, c'est la dignité, c'est la citoyenneté. Campagne qui l'avait conduit, on s'en souvient, à l'Élysée. La réception de Kadhafi à Paris avait fait beaucoup parler durant le quinquennat, tout comme quelques années plus tard le renversement de son régime, en bonne partie précipité par l'intervention française. Donc Nicolas Sarkozy jugé jusqu'au 10 avril pour corruption, recel de détournement de fonds publics, financement illégal de campagne, association de malfaiteurs. Il risque notamment jusqu'à 10 ans de prison. Et il y a quelques semaines, on le rappelle, c'est la Cour de cassation qui validait sa peine d'un an ferme sous bracelet dans une autre affaire, celle des écoutes. Merci beaucoup Félix Mathieu. Allez, vous restez avec nous dans un instant. Sous la pression de la gauche, le gouvernement Bayrou prêt à rouvrir le dossier des retraites, mais pour Patrick Martin du MEDEF, pas question de toucher aux 64 ans. Alors parlons vrai, est-ce que la principale injustice dans le système actuel n'est pas le peu de prise en compte de la pénibilité? Et à cette question, un système de retraite à la carte vous semblerait-il plus juste? Vous dites tout à 61%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Éric Bertrand sera avec nous, adjoint au directeur des études de l'association Sauvegarde Retraite. On vous attend au standard et merci de votre fidélité, on est ensemble jusqu'à 19h. C'est Alexis Poulain et je vous souhaite une bonne année 2025 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Et autour de cette table des vraies voix de 17h à 19h tous les jours, il y a François Pupponi, il y a Michael Sadoun, il y a Philippe Bilger qui les tient au collet là. Vous les tenez, hein, Philippe. Mais on est bien, quoi. J'avoue que... On est là. On peut se contredire, détendu. Mais l'ambiance est décontractée. Et voilà, bah, méfiez-vous, ça peut se tendre. Vous connaissez pas les vraies voix, les jours où il ne dit pas ça, ça veut dire qu'il n'est pas content de... mais méfiez-vous quand il dit ça, parce que derrière... C'est vrai, il peut tailler. Pardon, moi
moi, contrairement à ce qu'on peut croire, j'adore écouter dans les débats. Et j'apprends énormément de choses dans les débats. Oui, mais enfin, vous n'êtes pas auditeur, hein. Vous êtes là pour travailler aussi. Mais vous comprenez ce que je veux dire? Bien sûr, non. Parce que si tout le monde fait ça autour de la table, ça va être la messe, hein, moi je vous le dis. Et on n'est pas dimanche. Allez, tout de suite, le grand débat du jour. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. L'âge de retraite de départ, que vous dit le Premier ministre? La question, il nous dit que la question de l'âge, elle est sur la table. Maintenant, il faut nous écouter, parce que là, on en a gros. Oh là là, qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un vent de révolte. Travailler jusqu'à 64 ans, bah pour moi, c'est pas possible. J'ai commencé à 16 ans, donc... Pas content, pas content, pas content. Je sens que je vais craquer. Et moi, je sens que je vais devenir fou. Et face à la pression de la gauche, le gouvernement Bayrou se dit prêt à rouvrir le chantier des retraites, quitte à remettre en cause la réforme de 2023. Il ne faut pas remettre en question les 64 ans, a averti le patron du MEDEF. Patrick Martin entend plutôt parler de retraite par capitalisation et baisse de la fiscalité. Alors parlons vrai, est-ce que l'âge de départ à la retraite doit être le principal critère? Et à cette question, un système de retraite à la carte vous semblerait-il plus juste? Vous dites oui à 60%. Vous voulez réagir? Aude attend vos appels au 0826 300 300. Notre invité pour en parler, Éric Bertrand, est avec nous, adjoint au directeur des études de l'association Sauvegarde Retraite. Bonsoir Monsieur Bertrand, merci d'avoir accepté notre invitation. Philippe Bilger. Même si j'avoue que vraiment je ne saisissais pas dans toutes ses composantes la loi sur les retraites, je ne me sentais pas totalement investi dans ce débat. Je notais tout de même qu'elle faisait l'objet d'une forte opposition. Et au fond, est-ce que je ne suis pas un peu satisfait de voir que la conjoncture politique, aujourd'hui, oblige en quelque sorte à remettre cette loi sur le chantier, peut-être pas à l'abolir, ça dépendra aussi un petit peu du président qui souhaitera peut-être qu'elle ne soit pas complètement battue en brèche, mais sinon j'aime assez l'idée qu'il puisse y avoir des discussions avec la gauche pour savoir si on peut non pas l'effacer, non pas toucher quelque chose en elle qui permettrait tout de même un consensus plus général. On sort la loi telle qu'elle a été votée fait l'objet de nombreuses manifestations, contestations sociales. Ceux qui l'ont portée nous expliquaient que c'était la seule solution, qu'il n'y en avait pas d'autre. Et la gauche nous expliquait qu'au contraire, il y avait d'autres solutions. Bon, là, moi, il y a deux solutions. Soit, effectivement, le gouvernement Bayrou essaye d'ouvrir la porte, mais ça veut dire qu'à un moment, on remet tout à plat. Dans 6 mois, non, parce que... Et on y va et on rediscute d'un autre système qui pourrait être plus efficace, plus performant. Bon. Ou alors, c'est uniquement de la gesticulation maintenant pour donner le sentiment à la gauche qu'on va ouvrir la porte et éviter la censure dans 1 mois. Parce que la censure, pour le gouvernement Bayrou, c'est dans 1 mois avec la loi de finances. Après, quasiment, il n'y a plus aucun risque de censure avant l'année prochaine. On verra bien. Moi, j'ai du mal à croire qu'ils réouvrent complètement. En tout cas, ils ne peuvent pas réouvrir tout de suite. Voilà. Donc, ils vont leur dire, on va le faire dans 6 mois, dans 1 an, vous verrez bien, croyez-nous, et puis ne votez pas la censure. Est-ce que c'est un marché de dupes où il y a une vraie volonté de réouvrir? On sera fixé assez rapidement. Mais en tout cas, réouvrir ce débat, ça sera encore 6 mois, 1 an, 2 ans de dialogue et de discussion. On ne pourra pas réformer le régime des retraites comme ça en quelques semaines. Mickaël Sadoun. Bon, pour moi, il faut être très méticuleux dans cette réforme des retraites parce que du point de vue des finances publiques, le sujet des retraites est fondamental. C'est près d'1 euro sur 4 en fait dépensé par l'État va dans le financement et le paiement en fait des retraites. Et c'est la moitié de la hausse de 1000 milliards d'euros depuis 2017 de dette publique. C'est monstrueux et évidemment on sait qu'il y a une accointance entre Emmanuel Macron et son électorat retraité qui fait qu'ils sont particulièrement bien traités. J'ai conscience qu'en disant ça, il y a aussi des gens qui ont des retraites très basses, mais globalement, les retraités sont mieux traités que le reste de la population par les politiques publiques. Je pense qu'il y avait une réforme qui était nécessaire à faire parce qu'elle était nécessaire du point de vue économique et financier, et on sait les risques qui pèsent aujourd'hui sur notre dette, donc il faut le faire avec prudence, mais j'étais favorable aux pistes de réforme de 2019 et non pas celles de 2022, donc les pistes de réforme qu'on disait systémiques et non pas paramétriques. Globalement,
Édouard Philippe proposait de revenir sur tout le système de retraite, d'abolir pourquoi pas les régimes spéciaux, de faire une retraite à points, donc d'introduire pourquoi pas quelque chose comme une dose de capitalisation. Moi, je suis plutôt favorable à ça, bénéficier des avantages de la répartition en termes de solidarité intergénérationnelle, mais aussi de la capitalisation parce que ça permet aussi aux retraités de mieux vivre et de profiter des effets de la bourse. Donc, au lieu de ça, on a fait une réforme paramétrique beaucoup moins courageuse en repoussant l'âge de la retraite et en maintenant des régimes spéciaux qui n'ont aucun sens, de cheminots, etc. et tout. Donc moi, je pense comme Philippe que ce serait l'occasion de rouvrir le débat sur la question. Il faut le faire avec prudence parce que les marchés financiers nous regardent, mais faisons-le quand même. Alors, Éric Bertrand, adjoint au directeur des études de l'association Sauvegarde Retraite. Moi, j'ai une question à vous poser qui peut résumer un peu tout le monde. Est-ce que finalement, il n'y a pas de bon sens en fait dans cette retraite ? Non, il n'y a pas de bon sens dans la réforme des retraites telle qu'elle a été faite, parce que c'est une réforme paramétrique, effectivement. C'est pas Édouard Philippe Édouard Philippe avait un peu enterré déjà le projet de réforme structurelle qui avait été élaboré par Jean-Paul Delevoye. Et donc déjà, cette réforme avait été... parce que Jean-Paul Delevoye, par exemple, disait clairement qu'il fallait effacer les régimes spéciaux, effectivement, mais sans clause du grand-père, la fameuse clause du grand-père qui permet de conserver des avantages très longtemps et qui du coup, les régimes spéciaux ne seront pas fermés avant le siècle prochain, disparaîtront pas réellement. Donc, effectivement, alors, tout ça a été balancé au panier et puis on en est revenu à une réforme paramétrique qui ne permet même pas d'atteindre l'équilibre financier des retraites. Donc c'est un coup d'épée dans l'eau en fait. Le problème c'est qu'il faut donc la reprendre. La colonne vertébrale de cette réforme, c'était un nouveau recul de l'âge de départ de 2 ans, mais donc tout le monde, beaucoup de gens en tout cas, y étaient hostiles. Et donc, dans l'immédiat, on pouvait pas. À partir du moment où on ne faisait pas une réforme structurelle, c'était juste une manière de gagner du temps. Mais ça résout rien sur le fond, en fait. Et surtout, elle est très contraignante. Et nous, à Sauvegarde Retraite, nous pensons qu'il y a une possibilité de mettre au point une réforme à la carte, comme elle existe dans certains pays comme la Suède. Vous pensez qu'il faut tout remettre à plat et pas seulement l'âge? Venez nous donner votre avis au 0826 300 300. François Pupponi voulait réagir. Oui, moi je voulais juste vous poser une question, parce que je partage votre avis, bien sûr, mais est-ce que sincèrement, en étant le plus positif possible, on peut imaginer qu'on est capable de faire la réforme dont le pays a besoin sans majorité à l'Assemblée nationale? C'est terrible, c'est que il y a la nécessité, on le voit bien, la réforme, vous l'avez dit, c'est un coup d'épée dans l'eau, mais aujourd'hui, on est dans l'incapacité avant 2027, sauf s'il y a une dissolution avec une majorité, ce que je ne crois pas, de faire mettre. Alors, on peut imaginer que tout le monde se mette d'accord parce qu'à un moment le principe de responsabilité va toucher nos parlementaires. Mais sincèrement, quand on voit comment cette réforme a été votée avec la difficulté, comment voulez-vous qu'aujourd'hui, sans majorité, ça se fasse? Donc j'ai bien peur qu'on soit dans l'incapacité malheureusement de le faire. Je voulais avoir votre avis là-dessus. Il est évident de toutes les façons qu'une réforme structurelle, comme vous le disiez tout à l'heure, ça ne se fait pas en quelques semaines. Donc de toutes les manières, ça impose de se retrouver autour des tables et de discuter sérieusement. Parce que ça touche à quoi? À ce qu'on est en train à des problématiques qui sont en train de réapparaître. Par exemple, est-ce qu'il faut introduire de la capitalisation? Ça a longtemps été un gros mot. Aujourd'hui, Édouard Philippe dit qu'il est pour une introduction d'une part de capitalisation. Lors de son discours du 11 décembre 2019 devant le CESE, il associait la capitalisation à l'argent roi. Et donc, il l'a condamné. On voit bien qu'il y a une évolution là-dessus. Effectivement, il n'est plus au pouvoir, c'est plus facile. Ensuite, on a donc cette histoire de capitalisation. On a le retour de l'idée des points qui est portée même maintenant par François Bayrou et la retraite par points, effectivement.
Nous avons interviewé récemment Charles de Courson, qui est favorable aussi. Et Charles de Courson évoque la possibilité d'une retraite à la carte. Mais Éric Bertrand, pardon, je vous coupe. Est-ce que le fait finalement de donner une date de 64 ans, est-ce que ça, c'est pas aberrant? Parce que entre quelqu'un qui a fait 20 ans d'études, qui va commencer à travailler peut-être à 30 ou à 32 ans dans toutes les parties scientifiques, entre celui qui a commencé à 15 ans avec de la pénibilité, qui va partir à 60... Enfin, il y a quelque chose d'absurde, en fait, dans cet âge. Système. Oui, alors, en plus, ça ne changerait pas grand-chose, fondamentalement, parce qu'il y avait déjà eu la réforme Touraine, qui avait augmenté le nombre d'annuités à 43 ans. Donc, si vous partiez avant 64 ans, pour beaucoup de Français, ça signifiait en fait faire l'objet subir une décote et voir sa retraite diminuer. En réalité, mais tout ça n'est pas très nécessaire. Je veux dire, les Suédois ont montré qu'avec une réforme structurelle et qui introduit de la capitalisation, qui a une gestion par points, etc., on peut arriver à... eux, ils ont un âge limite de retraite à 61 ans. Et 61 ans, bon, c'est déjà moins que 64. Et ensuite, c'est plus souple et ça permet aux gens d'avoir une plus grande liberté. Alors effectivement, on part plus tôt, on a une fonction, on a une pension, pardon, moins élevée. Ça c'est évident. On part au 0826. On part au 0826 300 300. Le sujet fait beaucoup réagir. Direction le Gard. Bonsoir Véronique. Oui. Bonjour. Bonjour Véronique. Bonjour Véronique. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que pour vous, il faut par exemple un système de retraite à la carte? Oui, en fait, c'est permettre aux gens de partir en fait quand ils veulent. Après, ça dépend le nombre de trimestres cotisés, hein. Voilà. Mais moi, je voudrais revenir sur un sujet de la part de vos intervenants sur les régimes spéciaux. Oui. Voilà. Moi, je fais partie d'un régime spécial. Donc, on a une caisse où on cotise, où notre employeur... On peut vous demander lequel, sans indiscrétion? Avocate. Non. Banque de France. D'accord. Ah oui, alors là, c'est un tout petit régime, là, oui. Il est très excédentaire, en plus, je crois, celui de la Banque de France. Voilà. Et, en fait, on a redistribué de l'argent à l'État pendant 2 ans, quelques milliards. Et donc, en fait, ce régime-là est complètement autonome. On ne doit rien à personne. Et supprimer ce genre un truc qui marche, puisque c'est une capitalisation, en fait. C'est une sorte de capitalisation. Oui. Donc, en fait, supprimer ce genre de régime spécial, je trouve ça tout à fait dommageable par rapport aux employés, surtout que, passé un moment, le deal, c'était on vous augmente pas les salaires, mais on augmente la cotisation de l'employeur supplémentaire pour abonder la caisse de retraite. Voilà. Donc voilà, je trouve ça un peu, c'est un peu dur, quoi. Alors, on va faire réagir notre invité. Il y a régimes spéciaux et régimes spéciaux parce qu'il y en a des excédentaires comme la Banque de France, mais il y en a qui sont très déficitaires. Alors, il y a la SNCF, mais par exemple, les mines qui sont un régime spécial, les mines ont fermé il y a plus de 30 ans, les dernières mines, où il y a une trentaine d'années, et évidemment, c'est déficitaire jusqu'à ce que le dernier mineur, malheureusement, ça arrivera un jour, passe de vie à trépas. Est-ce qu'on peut arriver à harmoniser tout ça, Éric Bertrand? Je pense que les régimes spéciaux en tant que tels, les régimes professionnels au niveau des complémentaires, comme le GIRC-ARCOT, enfin pas seulement, les régimes professionnels dans les complémentaires, il n'est pas souhaitable de les mettre en l'air. Les régimes spéciaux, à partir du moment où ils sont financés par l'État employeur, sont financés en réalité pour la plus grande partie d'entre eux par les contribuables. Ils sont très largement déficitaires. Les premiers d'entre eux, alors il y a quelques exceptions, mais majoritairement c'est très déficitaire. Les premiers d'entre eux, ce sont ceux de la fonction publique. À l'heure actuelle, on se rend compte, François Bayrou avait lancé, quand il était haut commissaire au plan, un pavé dans la mare à ce sujet, mais il y en a d'autres. Jean-Pascal Beaufray, par exemple, qui est ancien inspecteur général des finances, Rémi Pellet, qui est professeur de droit finances publiques, et voilà, qui établissent le déficit réel des régimes en France à 70 milliards d'euros. Oui. Et là-dessus, on en est à peu près à 30 à 40 milliards d'euros uniquement pour la fonction publique de l'État, qui est planquée
derrière un système de surcotisation notamment. Oui. Alors, on ne peut pas tenir. Réaction de Philippe Bilger. Une question rapide, Éric Bertrand. Est-ce qu'au fond, pour quelqu'un qui ne maîtrise pas tout cela comme vous, est-ce qu'au fond le problème pour résoudre cette question, elle est purement technique ou est-ce qu'elle induit une vision politique, même antagoniste? Réponse très courte, Éric Bertrand, parce qu'on retourne au 0826 300 300. Oui, il y a une vision politique si on veut, mais par exemple sur la capitalisation, bon, je veux dire, il y a des syndicats qui, dans le public, il y a de la capitalisation. La préfonds, c'est un régime des agents publics, c'est par capitalisation. La retraite additionnelle des agents publics, de la fonction publique, c'est un régime par capitalisation. Et le plus beau régime spécial, celui qui fonctionne d'ailleurs, lui, pour le coup, il coûte pas grand-chose aux contribuables, c'est celui des sénateurs, qui a une très grosse retraite, il fonctionne par capitalisation. Ensuite, on nous dit que c'est politique. Non, c'est pas... Je veux dire, qui s'oppose au régime de la fonction publique et qui est fonctionnant par capitalisation? Personne. On repart au 0826 300 300 avec Jérôme de Saint-Giron. Lui, il est agriculteur. Alors, c'est le régime des agriculteurs, vous, théoriquement? Exactement, oui, c'est ça. Sauf qu'on est loin d'avoir une retraite décente et convenable. Hein. C'est autour de 800 euros. Oui. 800 euros par mois pour voilà. Donc moi je pense que, déjà, moi, ce que je dirais, par rapport à ce que disaient vos invités, je suis tout à fait d'accord. C'est une réforme structurelle qu'il faut. Sauf que c'est pas le moment. Vu l'instabilité politique, la conjoncture, on ne sait pas comment ça va se passer. Bayrou, s'il va y avoir une nouvelle motion de censure et compagnie, je pense qu'il faut le faire beaucoup plus sereinement. Il faut attendre un peu et poser vraiment les vraies questions sur la table. Pas faire des petites réformettes qui, finalement, de toute façon, on voit bien, ne servent à rien puisque le déficit ne fait que se creuser. Alors, vraie remarque. Mickaël Sadoun voulait dire un mot. Ah oui, non, mais moi je trouve qu'il y a une justification économique et financière à en débattre maintenant, mais en effet, du point de vue politique, je suis tout à fait d'accord avec notre auditeur. Je pense que le gouvernement a loupé une très bonne occasion de parler de ce sujet sereinement en 2019. Suite à ça, en plus, il y a eu les accusations de Jean-Paul Delevoye, le manque de transparence, etc., etc. Donc ça a suscité certains scandales. Je pense que maintenant le train est passé et que ce serait pas très opportun d'en discuter maintenant. Merci beaucoup Éric Bertrand d'avoir été avec nous, adjoint au directeur des études de l'association Sauvegarde Retraite. Vous restez avec nous. Merci beaucoup à Véronique. Jérôme, vous restez avec nous puisque dans un instant c'est le qui l'a dit. Et c'est le moment le plus important de l'émission. On vous cache pas que voilà. Et aujourd'hui, pas de tricherie. Non. En tout cas, on espère. On a mis des caméras. Allez, à tout de suite. On fait une petite pause. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. Vous êtes vraiment une radio exceptionnelle et merci à vous de donner la parole aux auditeurs puisqu'on en a vraiment besoin. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Retour des vraies voix avec évidemment l'incontournable Cécile de Ménibus, le non moins incontournable, vous permettrez, Philippe Bilger, qui est content de ses acolytes du jour, Mickaël Sadoun et François Pupponi. Et pourtant, c'est pas lui qui les a choisis. C'est pas moi, mais je les aime beaucoup. Voilà, on lui impose tous les jours des personnes différentes. Voilà. Et le roi s'émeut ou ne s'émeut pas. Mais je n'aurais pas le droit de les choisir, les chroniqueurs. J'en rêverais, ma chère Cécile. Oui, mais je pense que... Je garderai l'essentiel et moi-même. C'est-à-dire moi et deux miroirs devant moi. Voilà, moi et moi. Allez, Jérôme est avec nous. Jérôme ? Oui. La France attend que vous lanciez ce jeu, s'il vous plaît. Vous êtes prêts? Le quiz est lancé. Les vraies voix Sud Radio, le quiz de l'actu. Mais c'est bien tout, la simplicité. Allez, question qui c'est qui l'a dit, 3 points, écoutez bien Jérôme. La France est à droite et doit être gouvernée au centre droit. Jérôme. La France est à droite. Alors on va vous aider, c'est un ancien Premier ministre connu pour ses petites phrases. Ouais. Et je vais dire un autre mot, la Chine. Ah oui. Jérôme. Non, je l'avais. Raffarin. Bonne réponse de Mickaël Sadoun. Ah oui. Mais je l'avais avant qu'il dise la Chine. Donc. Oui, il l'avait avant, il a fait signe tout de suite. Hein. Qui c'est qui l'a dit, Jérôme, à 3 points? La gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien.
Jérôme. Les grandes phrases. La gauche du tout ou rien, c'est aussi. C'est un chef de parti. C'est parti. Gabriel Attal? Non. Non, c'est fort. Bonne C'est réponse fort. de Philippe Bilger. Bah oui. dire fort, Bah oui. Question Il qui c'est répondait à qui l'a Mélenchon. dit, Jérôme, écoutez bien. 3 points. François Bayrou l'a dit. Il y aura de suspension de la réforme des retraites. Il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites, pardon, mais tout est sur la table. C'était sur Sud Radio ce matin. Tondelier. Non. Je sais pas. Et il a un nom De jockey. De jockey. Oh, c'est quoi la citation? Il n'y aura pas. Bonne réponse, Laurent Saint-Martin. Il n'y aura pas de suspension de la réforme des retraites, Bravo. mais tout est sur la table. D'accord, ok. Qui c'est qui l'a dit, Jérôme? Aucun accord de non-censure du PS et de l'UELV ne nous concernera jamais. Cette façon de négocier dans le dos du NFP et contre son programme est une forfaiture d'un irrespect total pour notre alliance. Mélenchon. Bonne réponse De de toute façon, Jérôme. à LFI, il n'y en a qu'un seul qui est capable de faire des phrases aussi développées. Les autres, c'est quelques mots. Hein. Il a raison, à votre invité. Ah, bah merci quand même. Qui c'est qui l'a dit sur le budget? C'est une question à 3 points. Les socialistes se font acheter à pas cher. Jérôme. Panneau. Non. Ah non, pas le même bord. C'est l'autre Pas côté. le même bord. Non, Chenu. Bonne réponse de Philippe Bilger. Coup de bol. Ouais, Sébastien Chenu. J'ai que 2 noms, Chenu ou Retailleau. C'est soit la triche, soit la chance avec toi en fait. Qui c'est qui l'a dit, Jérôme, à 3 points? Je suis toujours un républicain de gauche. Ah bah là, c'est facile. Jérôme? Bonne réponse, là il a été plus rapide. Valls, ministre des Dom-Tom. Question qui c'est qui l'a dit 3 points. Je sais très bien que la France est un pays extrêmement riche et je sais très bien que les Français, dans leur majorité, ne voient pas le produit de cette richesse. Jérôme, c'est un député qu'on cite régulièrement, même très régulièrement. Il a le même prénom que Courbet. Oui. C'est pas Ménard. Odoul, bonne réponse. Ah oui. Qui l'a dit? Non, je vais vendre le replay. Oui, c'est vous qui l'avez dit en premier. J'aurais pas dû dire Courbet parce qu'il cherchait Gustave peut-être, plutôt que Julien. Qui c'est qui l'a dit à 3 points au sujet de Marine Le Pen? Je voulais voir comment elle fonctionnait. Mais sur quoi? C'est des suites à un dîner. Ah bah, Attendez. Jérôme Philippe. Bonne réponse de Philippe Bilger. J'ai compris que ce bruit permet de parler. Ah bah, vous avez le temps. Bah oui. Tu pensais que c'était les flatulences de Philippe David, c'est ça? Je vous en prie. Alors, Philippe Bilger, là vraiment la classe, 12 points. Mickaël et Jérôme, 6 points. Et on voit toute la courtoisie du Corse. Faut que je me remette face au dans le continent. C'est ça. Qui a fini Fanny, mais le cœur hier. Je crois que François était sur messagerie en tout cas aujourd'hui. Jérôme, merci beaucoup. Bonne année encore et on vous souhaite plein de succès. Merci à vous. Et vous faites Merci beaucoup à vous. Et vous faites des petites caresses aux petits animaux. D'accord, très bien. Et puis merci à vous parce que votre émission est toujours très intéressante et puis vos invités que je connaissais pas aussi paraissent très intéressants. Voilà, merci à vous. Merci. Ouais, mais vous êtes bien tombé parce que c'est assez rare quand même. Pas seulement. Merci Jérôme. Merci Jérôme, on vous embrasse. Allez, dans un instant, la suite, ce sera le journal bien entendu avec un bulletin météo avec Rémi André et puis le coup de gueule de Philippe David. C'est un coup de gueule sur l'indécence. On en parle dans un instant, soyez les bienvenus. Merci beaucoup en tout cas de nous accueillir tous les jours chez vous. C'est Alexandre Delevanne et je vous souhaite une belle et heureuse année 2025 avec Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Avec nos vraies voix du jour, Philippe David, bien entendu, Philippe Bilger, avec Mickaël Sadoun et avec François Pupponi, 0826 300 300. Dans un instant, Philippe David va râler. Je vais pousser un coup de gueule sur la disparition de la décence et du sacré dans notre société. Et vous laissez des messages sur nos répondeurs, on les écoute et on les diffuse aussi. Oui, bonjour Sud Radio, Simon de Perpignan.
Bon, je voulais réagir à l'intervention de Madame Macron. Et effectivement, elle était là en mission commandée pour essayer de redonner un tout petit peu plus de côté humain à Emmanuel Macron. Bon, je pense que c'est la pire des conseillères qu'il puisse avoir, qui est comme lui complètement déconnecté de la réalité et qui ne connaît que la vie parisienne et le show business et le bling bling. Voilà, je voulais dire sur radio. Bonne journée à vous. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Que c'était une opération de communication hier à 13h, Brigitte Macron sur TF1. Sûrement. Moi, j'ai une conception, d'ailleurs, j'en conviens, très rigide de la vie présidentielle. Je n'aime pas, même qu'avec mesure, l'épouse du président intervienne sur des sujets politiques, qu'elle réponde à des questions, parce que je n'ai pas voté pour elle. J'estime que le président, mais je suis minoritaire, doit demeurer en autarcie sur ce plan-là. Moi, je n'aime pas. Enfin, bon. François Pupponi. Moi, c'est pareil. Je partage avec Philippe. Je pense qu'il y a un dévoiement un peu de nos institutions. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que pense le président de la République. Oui. Qu'éventuellement, un jour, la femme du président puisse, lors d'une interview, dire un peu comment elle vit les choses, elle. Bon, oui, ça peut être intéressant. Mais de là à participer et à donner un avis sur la manière dont les Français jugent son mari... Et je pense que c'est pas son rôle. Officiellement première dame, ça n'existe pas. Oui. Il n'y a pas vraiment de rôle en plus. Oui, il n'y a pas de statut. Il n'y a pas de statut de First Lady en France, oui. Non, moi je redis que j'aime bien Brigitte Macron, surtout quand je la compare à Valérie Trierweiler, qui avait fait d'un chagrin d'amour une dégradation de la fonction présidentielle. Donc je n'ai rien à reprocher personnellement à la première dame. Mais oui, en effet, je veux dire, ces interviews me passent un peu par-dessus la jambe. Je veux dire, j'ai l'impression, moi qui suis pourtant dans le secteur de la communication, je trouve que ces opérations sont mauvaises et qu'elles sont tellement inutiles. La meilleure communication pour un dirigeant, elle se fait dans la sincérité et dans l'action. Et dans le résultat. Je pense que la personnalité d'Emmanuel Macron, on peut en discuter pendant des heures. Au bout d'un moment, s'il n'a pas compris que l'époque était au souverainisme, à la réduction de l'immigration, à un peu plus de sécurité, à un peu plus de liberté économique, bon bah écoutez, il peut faire des pieds et des mains, il ne sera pas aimé. Voilà. Ça me gêne. C'est ce que vous dites pour vous. Que dans les appartements privés ce soir, Brigitte et Emmanuel Macron puissent dire qu'ils n'ont pas aimé les vrais voix. C'est un scandale. Ah ouais, ça serait dommage. Ce serait dommage. Oui, je pense qu'il y a très peu de gens qui n'aiment pas les vraies voix. Oui. Voilà. Très peu de gens. J'en ai jamais croisé. D'ailleurs, non. Je réfléchis. Non. Il y a toujours un petit truc sur Philippe David, mais bon, c'est pas non plus. Et d'ailleurs, Philippe David. Oh là, je vais râler sur la décence et le sacré. Allez, à tout de suite, on fait une pause. Coucou les amis, c'est Judith Belair. Je vous souhaite une très bonne année 2025 sur Sud Radio. Bonne année avec Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Merci d'être avec nous tous les jours de 17h à 19h pour les vraies voix. Aujourd'hui, Philippe Bilger est avec nous. Avec nous aussi, Mickaël Sadoun et monsieur François Pupponi. Et tout de suite, c'est Philippe David. Les vraies voix Sud Radio. Comme d'habitude, je vais remettre le clocher au milieu du village, un village qui va nous faire aller un peu partout dans le monde, puisque nous allons aller à Nairobi, à Paris, à Buenos Aires et à Santos au Brésil. Pourquoi ces 4 lieux si différents? Parce qu'ils sont emblématiques de la perte de décence et de sacré qui marque notre époque. Commençons par Nairobi et la photo postée avant d'être retirée par Paris Match hier, photo montrant Marine Le Pen pleurer dans le couloir d'un avion après avoir appris la mort de son père. Une photo que la décence et la déontologie auraient dû empêcher de publier. Tout être humain, fût-il une personnalité publique, a droit à l'intimité et au secret dans la souffrance. Un Paris Match qui a bien choisi la date pour publier cette photo, le 8 janvier, puisqu'il marquait l'anniversaire de la mort de François Mitterrand il y a 29 ans, et qu'il y a 29 ans, le même magazine, même s'il a changé de propriétaire plusieurs fois depuis, avait cru bon de publier les photos de François Mitterrand sur son lit de mort, une abjection totale, un cadavre reposant sur un lit, fût-il ancien chef de l'État, n'a rien à faire en
photo dans un magazine. Manifestement, certains n'ont toujours pas compris que journalisme ne rimait pas avec voyeurisme. Mais cette perte de décence n'est pas que franco-française et n'est pas pratiquée que par des journalistes. Souvenons-nous des photos publiées sur les réseaux sociaux d'employés d'un funérarium de Buenos Aires faisant un selfie avec Diego Maradona dans son cercueil ouvert. Des photos qui avaient outré la planète entière. Mais ce n'était pas fini, puisque lors de la mort d'une autre star du football, Pelé, le président de la FIFA, Gianni Infantino, n'avait rien trouvé de mieux que faire un selfie à proximité du cercueil du roi du football. Une attitude justifiée par ces mots. Les coéquipiers de Pelé m'ont demandé de faire un selfie de nous ensemble, mais ils ne savaient pas comment le faire. Alors pour aider, j'ai pris le téléphone de l'un d'eux et pris la photo de nous pour lui. Si donner un coup de main aux coéquipiers de Pelé génère des critiques, je suis content de les recevoir et je continuerai à aider dès que je le pourrai ceux qui ont contribué à écrire des pages légendaires du football. Désolé de rappeler une évidence, mais les pages légendaires du football s'inscrivent sur le rectangle vert, mais pas à côté d'un cercueil encore ouvert. Au tempora, au mores, au temps, aux mœurs, disait Cicéron dans l'Antiquité. Plus de 20 siècles plus tard, cette citation est toujours d'actualité. Je trouve que votre indignation est tout à fait légitime parce que, à force de ne pas s'indigner devant des comportements scandaleux, d'une certaine manière, non seulement on risque de les valider, mais en tout cas, on risque surtout de ne jamais les faire cesser. Alors, votre voix est brillante mais modeste, mais peu importe, si tout le monde faisait comme cela, ce serait bien. Moi, une société qui ne respecte pas la mort et les morts, et une société qui est en train de mourir, qui meurt, voilà, tout simplement. Enfin, sincèrement, moi, ce que j'ai vu l'autre jour à La République, enfin voilà, on a une tradition qui est de dire bon, la mort efface tout. Voilà, on respecte. Voilà. Allez, si c'est plus le cas, je suis très inquiet par l'état et l'avancement de notre société. Allez, merci beaucoup en tout cas Philippe. L'info en plus avec Félix Mathieu, direction Los Angeles, où les autorités évoquent les incendies toujours hors de contrôle à l'heure qu'il est. Au moins 5 morts et plus de 100 000 personnes évacuées. Les autorités évoquent une des catastrophes naturelles les plus destructrices de la deuxième ville des États-Unis. Des villas de stars réduites en cendres. Le fameux quartier de Hollywood menacé. Nous sommes en ligne avec Alexandre Priam, journaliste à Sud Radio, présent sur place. Bonsoir Alexandre. Bonsoir. Bonsoir à tous. Bonjour d'ailleurs pour vous puisqu'il est le matin sur place à Los Angeles. Vous êtes sur place dans le secteur de Pacific Palisades, au plus près de la catastrophe. Qu'est-ce qui se passe? Dites-nous autour de vous. Vous nous disiez que l'air est irrespirable. L'air est absolument irrespirable. Alors si ça coupe, c'est parce que toutes les bornes 4G ont brûlé ici. Je suis au cœur du village de Pacific Palisades où toutes les maisons ont brûlé. Vous pouvez voir le décor derrière moi qui est tout simplement apocalyptique. Le feu est à 700 mètres sur ma gauche. L'air est absolument irrespirable. Les fumées sont en train de reprendre place dans ce quartier de Pacific Palisades qui a fait partie des premiers à cramer malheureusement il y a maintenant plus de 24 heures. Et ce qu'on peut voir, et ce que vous pouvez voir, ce sont tout simplement des carcasses de voitures, des restes de cheminées et des gravats partout par terre. Des messages d'évacuation qui toutes les 5 minutes sur les téléphones. C'est une ambiance absolument apocalyptique. Je vais essayer de vous montrer le plus de choses possible, mais c'est vrai que c'est un exercice absolument particulier autour de la pudeur aussi et de la réalité de la situation sur place, parce que on croise des habitants, des résidents en pleurs. On croise des pompiers usés, noircis par les cendres. Et c'est vrai que c'est se rendre compte de l'ampleur de la catastrophe d'être au cœur de Pacific Palisades actuellement. Vous pouvez regarder les images sur notre compte Une question, YouTube. Est-ce qu'on connaît l'origine des incendies? Est-ce que c'est criminel ou est-ce que ça peut être accidentel aussi? Alors, nous n'avons aucune idée pour l'instant de l'origine de l'incendie. La seule chose qui pour l'instant est au cœur des discussions, le feu n'est pas contenu pour le moment. Donc on a une idée de l'origine, c'est probablement naturel. Un rafale qui soufflait dans les hauteurs de Los Angeles, et c'est probable cet incendie au nord-ouest de Los Angeles. Alexandre Priam, est-ce qu'il y a encore des évacuations ou pour l'instant tout le monde a été évacué?
Dans ce quartier, Pacific Palisades, tout le monde. Nous ne voyons plus que des résidents, quelques journalistes, policiers, des pompiers, mais absolument sinistrés, où on voit encore quelques qui libèrent de la fumée juste à côté de nous. Plus à dans ces quartiers-là, et qui vivent prochainement dans ces quartiers-là non plus. Allez-y Philippe. Non, est-ce que les moyens sont considérables, Alexandre? Parce qu'on m'a indiqué qu'il n'y en avait pas autant qu'il en faudrait. Alexandre Priam. Non, il y a des moyens absolument inouïs. Je pense que c'est du jamais vu. Honnêtement, à Los Angeles, des pompiers venus de Las Vegas, la Californie, tous les pompiers de Californie sont tirés par le prix pompiers de Los Angeles. Donc non, les moyens absolument inouïs. Je ne sais pas si vous l'entendez, mais des hélicoptères libèrent de l'eau autour de moi. Il y a des avions aussi. Non, sur la mise en place des secours, c'est d'une envergure hallucinante. Je ne suis pas certain qu'on puisse les autorités californiennes sur le dispositif et sur le nombre de pompiers sur secteur. Et le vent soufflait en rafale 160 km/h. Où est-ce qu'on en est en termes de vent? Alors, retombé. Alors, on est en direct de la Pacific Palisades. Oui, vous nous entendez, Alexandre? On est en direct de Los Angeles. Là, on entend à nouveau, oui. Allez-y. Je disais, le vent est totalement retombé, il n'y a même pas une brise, on est à moins d'1,5 km de l'océan, donc les conditions entre guillemets sont favorables pour contenir le feu. Il pourrait y avoir plus de vent ce soir et demain, donc on est sur une fenêtre d'intention très importante de la part des pompiers actuellement. Mais ça veut dire que le quartier Pacific Palisades est rayé de la carte, c'est ça? Il n'y a plus rien en fait, nulle part? Non, mais là on est pour tout vous dire, là je suis à 200 mètres du village, donc c'est le centre-ville de Pacific Palisades, c'est inaccessible parce que le village est totalement inondé par les lances à eau, donc on ne peut pas circuler, on ne peut pas marcher, c'est totalement inondé. Pacific Palisades, il reste une maison ou deux par rue sur une vingtaine ou une trentaine ou une quarantaine. Quand vous parlez de rayer la carte, c'est réduit en cendres. Et il ne reste plus rien, des écoles, des commerces, tout a brûlé à Pacific Palisades quasiment. Merci beaucoup Alexandre Priam. Prenez soin de vous, bien entendu, en direct de Los Angeles, et on a hâte de vous voir revenir pour le rugby. Et bien sûr, nos pensées vont aux Américains et à ceux qui ont tout perdu aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir accepté d'être avec nous aujourd'hui. Allez, on fait une petite pause. On revient dans un instant avec le tour de table de l'actu des vraies voix. Merci beaucoup Félix Mathieu. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Quel plaisir de vous accueillir tous les soirs, de vous entendre. Quand vous nous appelez au 0826 300 300, vous savez que cette émission est aussi pour vous et par vous, puisque c'est vous aussi qui nous donnez parfois le ton en nous appelant. Aude vous attend au standard au 0826 300 300, mais tout de suite avec Philippe David, on vous accueille pour le tour de table de l'actu des vraies voix. Bonjour les enfants. Vas-y, de quoi tu veux qu'on parle? Comme je ne connais rien au sujet, je pourrais être tenté d'en parler abondamment. T'as quelque chose à dire? Je suis Darmanin. Je ne suis pas très éloigné de Gérald. Ah bon? Oui. Le tour de table. De l'actualité. C'est pas de Gérald que vous voulez parler, mais de Bruno Retailleau. Vous n'êtes pas très loin de Gérald. En effet, le bloc syndical majoritaire de la police a admis, et c'était une évidence, qu'il avait une proximité idéologique avec Bruno Retailleau, mais il n'empêche que ce bloc syndical majoritaire a un certain nombre de revendications à formuler, et il a indiqué que si elles n'étaient pas satisfaites, eh bien il n'hésiterait pas à faire des manifestations. Et le problème est que Bruno Retailleau, évidemment, est conscient
de la peut-être précarité de sa fonction et de la difficulté qu'il aura à répondre à ces revendications dont il sait qu'elles sont pour la plupart très légitimes. Donc, ministre de l'Intérieur, de mon point de vue, très remarquable, mais une fonction évidemment précaire, ce qui inquiète le bloc majoritaire de la police. Mickaël Sadoun, non. Moi, je connais bien Bruno Retailleau, parce qu'on avait mené des combats, on mène des combats pour les chrétiens d'Orient en particulier. J'étais en Arménie il y a quelques mois avec lui. C'est quelqu'un qui a des vraies convictions. Tellement. Voilà. C'est sûr. Et donc, il ne fera pas de la politique pour essayer d'obtenir un poste. Il le fera parce qu'il y croit. Il a toujours été comme ça. Et donc, il va vraiment mettre en œuvre ce qu'il pense être bon pour la France. Voilà. Oui. Et c'est relativement rare pour le souligner, parce qu'il y a beaucoup de gens, de responsables politiques ou nationaux, qui sont dans le calcul, la tactique, la communication, en espérant pouvoir avoir un avenir plus important. Je pense pas que ça soit le cas de Bruno Retailleau. Je dis pas qu'il s'interdit éventuellement l'avenir, y compris une présidentielle, on verra bien. Mais en tout cas, c'est pas ce qui sera son véhicule et c'est pas ce qui sera sa manière de faire. Il va mettre en œuvre ce qu'il pense être bon pour notre pays et sincèrement, ça fait du bien. Ah oui, je suis d'accord. Enfin, il y aura peut-être un sujet avec les syndicats. Il y a beaucoup de sujets dans la police, des millions d'heures supplémentaires pas encore payées, ce qu'on voudra. Hein. Et puis, des fonctions qui sont dévalorisées, parfois trop peu formées. Bon, bref, peu importe. Mais je profite quand même de l'occasion pour dire que personnellement, je trouve que Bruno Retailleau est remarquable dans l'exercice de ministre de l'Intérieur. Le moindre de ses tweets détonne, je trouve, avec le reste de la politique, parce qu'on sent exactement ce qui a été dit par Philippe Bilger et François Pupponi, c'est-à-dire une sincérité, une simplicité dans l'expression. On sent qu'il n'y a pas un communicant derrière lui qui est en train de calculer le moindre mot. C'est des réactions simples. Il est habité par la fonction. Banales. Il est habité par la fonction et on sent l'homme normal. En fait, normal. Moralement, on sent un homme normal et sain d'esprit. Quoi, vous le savez dire que pour vous, il est meilleur que Gérald Darmanin ? Oui, pour moi, il a plutôt ringardisé Gérald Darmanin depuis qu'il est arrivé. Je trouve que Gérald Darmanin était un bon ministre, mais je trouve qu'il était... Il est un peu politicien, Gérald Darmanin. Son surnom, c'est Darmalin, donc les gens le savent. C'est un homme habile. Mais Bruno Retailleau n'a pas ce côté-là. Il a un côté presque austère. Et moi, je dois dire que j'aime bien l'austérité, parce que quand on ne se part pas de forme, ça veut dire qu'on ne sait traiter que du fond. Il ne fait pas dans la démagogie, et François a raison. Moi, je le connais également, moins sans doute que vous, François. Le sénateur est rigoureusement le même que le ministre. Rigoureusement même. Mickaël Sadoun, Jean-Marie Le Pen n'est pas, selon vous, le seul à parler d'immigration. Ben oui. Alors, je reviens pas sur toutes les polémiques qui ont entouré son décès. J'ai plus que des nuances, des oppositions et même très virulente vis-à-vis de la personnalité de Jean-Marie Le Pen, mais ça n'est pas la question. Depuis sa mort, on répète beaucoup dans les médias qu'il était le seul à une certaine époque à parler d'immigration. Je conteste tout à fait ça. Jean-Marie Le Pen a connu le succès dans les années 80 et 90 et il me semble qu'à l'époque, dans le paysage politique, il n'y avait pas de naïveté sur ce sujet. Je prends évidemment le RPR, je vous rappelle les assises de l'opposition sur l'immigration en 90 du RPR, qui avait donné un programme super dur sur l'immigration, beaucoup plus dur que ce que pourrait dire LR aujourd'hui, d'ailleurs qui a été contesté par la suite par Alain Juppé, qui avait regretté d'avoir participé à ces assises. C'est pour dire comme c'était dur, mais c'était une ligne avec des personnalités comme Pasqua, Philippe Séguin, franchement, qui n'étaient pas innocentes sur l'immigration. François Mitterrand lui-même, dans le débat de 88 contre Chirac, dit que la France a atteint son seuil de tolérance en matière d'immigration, et il parle de l'immigration illégale comme légale. Je reviens pas non plus sur Georges Marchais, à la gauche de la gauche, qui lui était simplement contre l'immigration et qui le signifie dès le début des années 80 parce qu'il pense que l'immigration, c'est le logiciel idéologique du communisme, tire les salaires à la baisse pour les ouvriers nationaux. Donc le logiciel il avait bien lu Marx, l'armée de réserve du capitalisme. Donc à l'époque, il n'y avait pas une innocence générale sur ce thème-là. Donc je conteste la dimension, je dirais, prophétique de Jean-Marie Le Pen. Il a dit des vérités à cette époque et il les a peut-être dit avec force et avec son talent. Mais il n'était pas le seul à les dire. François Pupponi. Alors, c'est vrai, on peut se rappeler
les odeurs de Chirac. Hein. Ah oui, j'allais le dire. Ouais. Le bulldozer du maire communiste d'Evry, qui avait défoncé un foyer Sonacotra. 1982, je crois. Ok. Mais par contre, c'est vrai. Mais globalement, le drame de ce pays, c'est que comme Le Pen a préempté le débat sur l'immigration, il a tout écrasé. Il a tout écrasé et empêché ceux qui pouvaient en parler de le faire, parce que on pouvait pas faire comme lui. Moi, j'ai vécu cette période politique. Et donc, le drame et le tort des responsables politiques, même si certains, effectivement, essayaient de récupérer un peu le dossier, c'était devenu un sujet tabou. Mais je suis d'accord. Et on a loupé. Parce que ce que disait Le Pen, alors je ne mets pas de côté les excès, les phrases, les fours crématoires, ce qui était scandaleux. Bien sûr. Mais sur son analyse de ce qui allait se passer, mais bien sûr. Il l'avait préempté. Et il a empêché d'en parler. Par contre, c'est vrai que aujourd'hui, un président de la République qui dit vous allez sur un palier avec des Maliens et vous avez les odeurs, ça serait plus possible. C'est chaud quand même. Non, mais c'est absurde d'en parler comme ça. Non, mais rappelez-vous, quand Chirac l'a dit, ça a fait un scandale. Oui, mais à juste titre, parce que c'est honteux de dire les choses comme ça quand même. On peut dire des vérités sans être outrancier et vexant vis-à-vis d'une partie de la population. Donc il faut que les choses soient dites. Juste, moi, je me rappelle, en avril 2002, être allé à la manifestation. Quand Le Pen était au deuxième tour, les Français étaient dans la rue. Je pense que c'était une erreur. Mais quand on voit le résultat aujourd'hui, je redis que je suis très très loin d'être fan de la personnalité de Le Pen et de ses outrances et de tous ses propos et même de sa personnalité. Mais la diabolisation en politique, c'est un élément toxique, c'est un poison dans la politique. Parce que quand on fait de la morale, au lieu de faire de la politique, on s'empêche de traiter les problèmes du pays. Et du coup, en effet, il y a toute une partie des problèmes du pays qui sont tombés dans l'angle mort de 90% de la classe politique. Voilà. François Pupponi, journée aujourd'hui importante aussi, l'hypercachère. Oui, moi j'étais comme tous les ans maintenant, depuis presque 10 ans, à l'hypercachère, devant l'hypercachère à l'invitation du CRIF. J'y étais il y a 2 jours à l'invitation de la ville de Paris avec le président de la République. Moi j'ai vécu en tant que maire de Sarcelles le drame de l'hypercachère parce qu'il y a un jeune de Sarcelles qui est mort, qui était le premier qui a été tué par Koulibaly. Et donc à l'époque, avec le préfet du Val d'Oise, on a été annoncé à la famille. Et quelques temps avant, on avait accueilli Eva Sandler. C'était le rabbin Sandler qui avait perdu son mari et ses 2 enfants à Toulouse. À l'école aux Aratora. Voilà, et je l'avais embauché à Sarcelles, parce qu'elle n'avait plus de famille à Toulouse, elle était vivre à côté de sa sœur à Sarcelles. Et donc c'est elle qui m'a appelé pour me dire je veux aller voir Madame Cohen pour lui expliquer. Et ces 2 femmes, donc il y avait Eva Sandler qui essayait de lui expliquer comment on pouvait survivre à un tel drame. Voilà. Et c'est des moments que je n'oublierai jamais. Et ensuite on a accueilli à Sarcelles le rabbin Attab avec qui j'étais il y a 2 jours sur place, qui était le rabbin de Tunis et qui a perdu son fils le soir aussi dans l'hypercachère. Voilà. Et ce qui est terrible avec les victimes de ces attentats, c'est qu'ils veulent comprendre comment ça s'est passé. Ils veulent connaître les derniers instants de leurs proches, de leurs enfants, de leurs fils, etc. Et avec le rabbin Attab, il y a 2 jours, il a voulu pour la première fois au bout de 10 ans rentrer dans l'hypercachère pour essayer de voir où était mort. Voilà. Et ce qui est terrible, on le disait avec les invités aujourd'hui, voilà, que des jeunes Français soient capables de rentrer dans un commerce juif pour tuer d'autres Français parce que juifs. C'était en plein Paris il y a 10 ans et malheureusement ça n'a pas arrêté. Merci en tout cas pour cet hommage, bien entendu. Merci les amis pour vos sujets. Dans un instant, on va revenir sur le Premier ministre qui cède sur les retraites pour sauver son budget, tandis que Jean-Luc Mélenchon dénonce une forfaiture de ses partenaires de gauche. Alors parlons vrai, est-ce que Éric Lombard, le ministre des Finances, a raison quand il pense arriver plus facilement avec un modus vivendi avec une partie du NFP qu'avec le RN? Et à cette question, PS, écologiste, PCF, doit-il passer un accord de non-censure avec le gouvernement? Vous dites non à 84%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Et on vous attend et vous êtes les bienvenus. Allez, à tout de suite. Sud Radio, votre avis fait la différence. J'adore vos invités, la variété de vos émissions. Voilà. Je suis bercée par le rythme de Sud Radio. Sud Radio, parlons vrai. Les vraies voix Sud Radio, 17h-19h, Philippe David, Cécile de Ménibus. Nous aimons beaucoup quand les débats continuent hors antenne, les débats enflammés. Il faut que, absolument, Maxime, il faut ouvrir le micro même hors antenne.
Ah, mais alors là, je vais avoir un problème avec la direction, si vous voulez. Avec les je vais pas annonceurs. m'avancer à ça. Ouais. Allez, autour de cette table, Philippe Bilger, Michael Sadoun, chroniqueur et consultant, et François Pupponi, ancien député et maire de Sarcelles et ancien maire de Sarcelles. Allez, tout de suite, le coup de projecteur des vraies voix. Les vraies voix Sud Radio, le coup de projecteur des vraies voix. Alors comprenons-nous bien, nous sommes non pas dans une concertation, nous sommes dans une négociation. On est pour l'instant dans une phase où c'est difficile de dire ce qu'il en sera au final, mais en tout cas, il y a la volonté exprimée de part et d'autre d'aboutir à un accord. Je continue à avoir l'espoir qu'il n'ait pas la bêtise d'aller au bout de cette démarche, qu'il ne détruise pas le front que nous avons constitué. La gauche du tout ou rien, c'est aujourd'hui la gauche du rien. Je parle au nom de millions de gens qui ne veulent pas participer à cette mascarade. On peut effectivement s'ébrouer chaque matin et s'agiter en expliquant qu'il faudrait que le président démissionne. Mais enfin, le président, il n'a pas démissionné. Et le Premier ministre pourrait réfléchir à rouvrir le chantier des retraites en espérant faire passer son budget, sans se faire censurer. Socialistes, écologistes et communistes ont accepté donc de négocier avec lui. Mais sans LFI, Jean-Luc Mélenchon dénonce une forfaiture de ses partenaires de gauche, une négociation dans le dos du nouveau Front Populaire et de son programme. Alors parlons vrai, est-ce qu'un accord de non-censure qui est en train de se tramer ainsi signifierait l'implosion du nouveau Front Populaire? Et à cette question, PS, écologistes, PCF doivent-ils passer un pacte de non-censure avec le gouvernement? Vous dites non à 84%, vous voulez réagir, le 0826 300 300. Philippe Bilger, ces bagarres. Ma chère Cécile, je me rends compte que devant des analyses politiques de haut niveau, je me sens un peu naïf. Non, mais je veux dire par là que, bêtement, superficiellement, je crédite le Premier ministre et Éric Lombard, le ministre, de faire des efforts, d'être sincères dans leur volonté de compromis avec la gauche. Et là où ma naïveté peut-être atteint des degrés insupportables, c'est que je crois que peut-être les socialistes pourraient accepter la proposition de remettre un petit peu à plat les retraites pour ne pas voter la motion de censure parce qu'ils constateraient que ce dessin émane d'un ministre de gauche. Mais je crois comprendre que tout cela est de la pure naïveté de ma part, mais est-ce que la vie politique parfois n'offre pas des miracles? Vous êtes notre docteur S-gauche ce soir, François Pupponi. Moi, c'est un théâtre que l'on vit. La vraie question, c'est la motion de censure, ça sera pour le budget. Ça ne va pas être le 14 janvier. Non. Elle ne sera pas votée. Le Rassemblement national ne la votera pas. Donc les socialistes font croire qu'ils attendent une réponse. C'est l'ordre du budget. Moi, ce que je ne comprends pas dans les négociations actuelles, c'est qu'on ne négocie pas la loi de finances. La réforme de retraite, on l'a dit tout à l'heure, il va falloir 6 mois, 1 an, 2 ans avant de trouver une solution. Bon. La question, c'est est-ce qu'on augmente les impôts ou pas? Est-ce que les socialistes acceptent de voter une loi de finances et de ne pas censurer un gouvernement qui n'augmentera pas les impôts? Puisque la droite et l'extrême droite disent on ne veut pas d'augmentation d'impôts. On veut des économies, on ne veut pas d'augmentation d'impôts. C'est là où ça joue. Alors qu'il y en aura. Ah non, je suis pas sûr. Éric Lombard avait dit un petit peu. Oui, mais un petit peu. Mais il y aura peut-être 5 milliards. Mais c'est pas les 40 milliards que Barnier proposait. Et qu'ils iront taper au CAC 40, surtout que l'Europe réclame que 30 milliards d'économies, pas les 60 milliards. De Courson, il l'a dit, le rapporteur général du budget, il a dit l'Europe ne demande que 30 milliards, faisons 30 milliards, ça sera déjà un effort. Voilà. Donc tout ça, mais par contre, que les socialistes aujourd'hui, ou les Verts ou les communistes, fassent semblant de découvrir Jean-Luc Mélenchon, c'est tout simplement surréaliste. Ils savaient très bien qui il était lorsqu'ils lui ont demandé ses voix pour se faire réélire. Et le lendemain, ils disent il n'est pas correct, il n'est pas gentil, il n'est pas sérieux. Ils ont utilisé leur voix. Le lendemain, ils font croire qu'ils ne sont plus avec lui, mais demain, il y a une dissolution, ils retourneront avec lui. Et ça, cette hypocrisie-là, moi, elle m'est insupportable. Michael Sadoun. Moi, je suis entièrement d'accord avec François Pupponi, qui connaît d'ailleurs beaucoup mieux le sujet, je pense, que moi, et notamment concernant le Parti Socialiste. Il connaît les arcanes de la rue de Solferino, ça y a pas de problème. Je pense. Il les a vus naître. Olivier Faure est évidemment dans le théâtre. Le problème du Parti Socialiste aujourd'hui, c'est qu'il n'a plus d'électorat. Ce que je disais un peu en off tout à l'heure. C'est-à-dire que globalement, les banlieues votent pour LFI.
les centres urbains, CSP+, Bobo, comme on voudra, votent Europe Écologie Les Verts, où sont passés depuis 2017 à la Macronie, et aujourd'hui aiment plutôt une personnalité comme Gabriel Attal. Donc le Parti Socialiste, il n'a plus d'électorat. Donc il est nécessairement dépendant de LFI pour les prochaines élections. Moi je pense, contrairement à Philippe, qu'il ne se satisfera pas d'une petite victoire ou d'une petite reculade sur les retraites, qui n'ira pas jusqu'au bout, parce que financièrement le gouvernement ne peut pas aller jusqu'au bout sur le sujet des retraites et faire trop de concessions au Parti Socialiste. Je pense qu'ils auront besoin très rapidement des voix de LFI, donc ils ne se satisferont pas de ça. Donc je pense qu'ils seront obligés de voter la censure avec. On en parlait tout à l'heure, c'est assez amusant que François Hollande, qui est l'apparatchik par excellence et l'homme du système par excellence, se fasse maintenant un défaiseur de gouvernement. Mais je pense qu'aujourd'hui, François Hollande est soumis à Jean-Luc Mélenchon et que c'est la grande revanche de Jean-Luc Mélenchon sur François Hollande. Philippe Bilger, est-ce que c'est pas purement tactique en vue des prochaines législatives qui pourraient avoir lieu dans quelques mois? Et du congrès interne du PS. Qui arrive. Parce que l'opposition de Olivier Faure, c'est de dire arrête d'être avec Mélenchon, retrouvons une espèce de social-démocratie et rapprochons-nous du centre. Voilà. Ouais. Et donc, Olivier Faure est obligé de donner des gages pour faire croire qu'effectivement, il va faire, pour constater effectivement à la fin que ça n'a pas marché, et donc qu'il doit rester là où il est. Moi, je pense que c'est la pure technique et la pure stratégie de communication, mais aussi de lutte interne par rapport au Congrès. Je pense excusez-moi, pardon, parce que je remets un peu le débat sur les gens qui nous écoutent. Est-ce que vous comprenez que ce que vous êtes en train de dire, ça doit affoler les gens, en fait? Parce que ça n'est que de la cuisine interne. Ah oui, à quel moment ces gens parlent de nous, en fait? À quel moment ils s'affairent à faire des choses? Justement, la vraie question... Enfin, Olivier Faure, qu'est-ce qu'il devrait dire? C'est qu'est-ce que je fais dans un mois lorsqu'il y aura la loi de finances. Enfin, parce que les Français, on voit bien qu'avec la loi de finances, qui n'a pas été votée, ils sont en difficulté. On ne peut pas, les agriculteurs, on ne peut pas les aider, on ne peut pas voter des mesures qui devaient être votées n'ont pas été votées. Enfin, les entreprises n'ont pas de visibilité. Voilà. Donc aujourd'hui, les Français, ils se disent, ok, on n'a pas de budget, il nous en faut un. Nos responsables politiques, ils nous proposent quoi comme solution budgétaire? On augmente les impôts ou pas? On fait des économies, si oui, lesquelles? Voilà. C'est ça la question des Français à court terme. Et le débat qu'on nous parle, c'est on parle des retraites, qui sont un vrai sujet. Mais regardez Mélenchon, il ne parle que du NFT, mais de ça, il n'y a que ça qui l'intéresse. Il faut aussi que les Français comprennent que les sujets de fond constituent les fractures politiques et que ce qui va faire les décisions quotidiennes se décide aussi entre hommes. Donc évidemment, c'est de la cuisine politique, mais ça compte la cuisine politique. Aujourd'hui, je dirais qu'il y a quand même une grande ligne de fracture dans la politique française sur les sujets de sécurité, d'immigration, de civilisation, d'identité, etc. Et que globalement, on a un camp qui va du centre jusqu'au Rassemblement national, et de l'autre, on a LFI qui tient une position radicalement opposée et qui, lui, est pour une bordélisation de la société, une totale mixité, etc. Alors, c'est un autre projet de société, mais eux, ils sont radicalement en opposition entre les deux. La social-démocratie est un truc qui n'existe plus, mais c'est pas qu'en France. Dans tous les pays, la social-démocratie. Mais Keir Starmer est en train de s'effondrer au Royaume-Uni parce que sa ligne ne tient pas. Le SPD avec Olaf Scholz est en train d'être totalement perdu, et il a dû organiser une élection anticipée parce que lui aussi, il est complètement en dehors du jeu politique. Est-ce que c'est ça qui est intéressant? Est-ce que c'est pas le quotidien, notre quotidien plutôt? Le quotidien, il est déterminé par des grands mouvements. Imaginons qu'au congrès du PS, la tendance Hollande l'emporte et que le président ne fasse pas la dissolution. Il avait indiqué qu'il ne la ferait pas. Est-ce que ça ne peut pas apporter un bout d'aurore, tout de même, François, dans le paysage politique? Le PS, là on voit que le PS ne veut pas en fait s'émanciper de Mélenchon. Il aurait pu s'émanciper après les européennes et après la dissolution. Il faisait 13% aux européennes, 14%, pardon, loin devant Mélenchon. Il aurait pu dire... 14% c'était... Guzman et le PS. Il aurait pu dire, on y va, quoi. Bon. En fait, ils ne peuvent pas, parce que pourquoi? Ils ont leur poste de député à sauver, leur mairie à sauver. Et donc ils se disent, mais si on s'émancipe de Mélenchon, on est mort. Je pense, moi, quoi qu'il arrive, ils seront morts. Il y a aussi parce que Mélenchon, en fait, Mélenchon rêve depuis toujours de tuer le PS. Et il est en train d'y arriver.
Merci les amis, même si ça mériterait encore une demi-heure de débat. Merci beaucoup Philippe Bilger, merci beaucoup Mickaël Sadoun, merci François Pupponi, merci beaucoup Philippe David, même si vous n'avez pas fait grand-chose. Moi je vais faire un coup de gueule contre Cécile David. C'est lui qui amène tous les auditeurs. Je vais remettre le clocher au milieu du village qui est le studio de Sud Radio. Non, avec Philippe, on vous retrouve bien sûr avec joie et bonne humeur dans un instant dans les vraies voix qui font rouler la France, avec des sujets aussi qui vous concernent, avec la voiture du futur, la sécurité qui est en danger, vous savez, avec ces problèmes d'airbag défectueux, et quelles sont les villes les plus embouteillées de France? On va vous le dire dans un instant. À tout de suite. Non. Alta Profit.